Le fleuve ne parle pas. Mais il se souvient. Dans les profondeurs du delta du Gange, là où la mousson noie les rizières et où les palais en ruine se penchent sur l'eau comme des vieillards épuisés, un secret circule depuis des siècles. Non pas dans les livres, non pas dans les inscriptions sur pierre, mais dans le sang. Le peuple bengali, près de 250 millions d'âmes réparties entre le Bangladesh et le flanc oriental de l'Inde, a vécu à la bouche de l'histoire. Les marchands y apportaient la soie et le sel. Les conquérants y arrivaient avec le feu et les étendards. Et quand le monde oubliait cette terre, elle continuait silencieusement à tisser les récits de ses habitants dans les fils les plus ténus de la biologie. Qu'est-ce qui rend un peuple unique? La culture, la langue, les frontières? Non, pas vraiment. L'unicité est enfouie dans la double hélice, enroulée comme une mémoire à l'intérieur de l'ADN. Et le génome de la population bengali renferme quelque chose que la plupart des Sud-Asiatiques ne possèdent pas. L'écho indubitable d'un autre monde. Cela commence à apparaître dans les études génétiques mondiales, ces cartes qui tracent notre ascendance non pas selon l'endroit où nous vivons, mais selon qui nous avons été. Les Bengalis refusent de se laisser classer dans des catégories nettes. Leur ADN se regroupe avec d'autres Sud-Asiatiques, certes, mais légèrement décalés. Un murmure de lait persiste dans leur profil génétique. Une empreinte silencieuse d'un autre temps, d'une autre direction. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une contamination. Ce n'est pas une théorie. C'est une preuve. Cette preuve nous dit que les Bengalis ne sont pas simplement une branche de l'expansion indo-aryenne ou de l'antiquité sud-asiatique. Ils sont, dans un sens très concret, un pont. Un témoignage vivant de milliers d'années de contact entre des civilisations qui n'étaient pas censées se rencontrer. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi ici? Pour répondre à ces questions, nous devons abandonner les cartes et les drapeaux, et voyager à la place le long d'anciennes routes commerciales, de corridors de migration oubliés, et à travers les plaines d'inondations qui reliaient autrefois les forêts de Birmanie au bazar du Bengale. Parce que la vérité est que l'ADN ne ment pas. Et dans le génome bengali, nous trouvons des marqueurs, des traces d'ascendance asiatique et sud-est asiatique qui n'existent tout simplement pas dans le reste de l'Inde. Une étude révèle qu'environ 10% du génome bengali moyen provient d'Asie de l'Est ou du Sud-Est. Un fait à la fois stupéfiant et éclairant. Ce chiffre est assez petit pour passer inaperçu lors d'une observation ordinaire, mais assez grand pour avoir de l'importance. Parce que ces 10% ressemblent à un fil rouge dans une tapisserie. Ils changent tout le motif. Et la chose devient encore plus étrange. Cette ascendance asiatique n'est pas aléatoire. Elle est cohérente, statistiquement significative et remarquablement traçable. Les généticiens peuvent dater le moment où elle est entrée dans le génome bengali, aux alentours du VIe siècle de notre ère. Une période de effondrement politique, de changement environnemental et de migration silencieuse. Quand l'empire Gupta s'écroulait, quand le bouddhisme et le brahmanisme s'affrontaient dans les cours et les temples, de nouveaux peuples commençaient à se déplacer. Non pas des armées, mais des familles, des tribus, des communautés entières portant des langues et des lignées depuis les collines brumeuses du nord-est. Ils n'ont pas conquis. Ils ont fusionné. Et avec le temps, ils ont changé l'histoire génétique du Bengale pour toujours. Mais ce n'est que le début. Parce que caché dans cet ADN se trouve une histoire encore plus profonde. Une histoire qui ne relie pas seulement les Bengalis à des terres lointaines, mais aussi à d'anciens ennemis, les maladies, la famine, le climat. La sélection naturelle a joué son rôle ici avec une précision terrifiante. Le génome bengali n'est pas seulement un registre de qui est venu. C'est aussi un registre de qui a survécu. Pourquoi cela est-il important? Parce que l'ADN d'un peuple est bien plus que de la biologie. C'est un récit. C'est l'épopée non écrite de la façon dont une civilisation s'est formée. Non pas à partir de mythes, mais à travers la migration, la lutte et une résilience extraordinaire. Et au Bengale, cette histoire est unique. Avant que les premières pièces de monnaie soient frappées, avant que le Mahabharata résonne dans les cours, avant qu'aucune carte n'ait de nom pour le Bengale, des gens se déplaçaient. Non pas à la hâte, non pas en conquête, mais au rythme des rivières, à la recherche de nourriture, d'abri et de survie. Et à chaque pas sur le sol fertile du Bengale, une empreinte génétique était laissée. Le génome bengali n'est pas une relique statique.
C'est un palimpseste écrit encore et encore par ceux qui sont arrivés avant que les frontières n'existent. Il porte dans ses plis la poussière des déserts et le souffle des jungles de mousson. La couche la plus ancienne appartient aux chasseurs-cueilleurs indigènes, souvent désignés par la science moderne comme les ancestraux sud-indiens. Ils étaient là avant le sanskrit, avant les villes, avant les rizières. Leurs gènes ont formé les racines profondes sous tout le reste. Non enregistrés dans les textes, mais préservés dans le sang. Puis vint la grande poussée depuis le nord-ouest. Non pas une vague, mais une marée. Les migrants indo-aryens, locuteurs d'un sanskrit primitif, porteurs du groupe haploïde R1A, apportèrent avec eux une nouvelle couche linguistique et culturelle. Mais leur arrivée n'était pas une table rase. C'était un mélange. Les ancestraux nord-indiens n'ont pas effacé ce qui existait. Ils s'y sont ajoutés. Mais même cela n'était que le début. Parce que quelque chose d'inhabituel s'est produit au Bengale qui ne s'est pas produit de la même façon ailleurs dans le sous-continent. Au fil des millénaires, de nouvelles populations sont arrivées non pas seulement de l'ouest, mais aussi de l'est. Des tribus austro-asiatiques, probablement liées au peuple Minda et Santal d'aujourd'hui, sont venues de régions maintenant appelées Cambodge et Vietnam. Leur arrivée n'était pas marquée par des rois ou des guerres, mais par le flux lent et persistant de la migration. Elle apportait une structure linguistique différente, des cultures différentes et leurs propres signaux ancestraux. Des marqueurs mitochondriaux comme M30 et M4 se trouvent encore aujourd'hui dans les femmes bengalis. Et depuis les contreforts himalayens est venue une autre vague, les peuples tibéto-birmans. Leur chemin traçait les couloirs de collines à travers ce qui est aujourd'hui l'Assam et le nord du Bengale. Leur héritage peut être vu dans les données du chromosome Y bengali, où des groupes haploïdes comme O2A siègent tranquillement à côté des lignées indo-aryennes dominantes. Ce qui a émergé de cette convergence n'est ni un creuset, ni une mosaïque, mais une composition génomique unique qui n'existe nulle part ailleurs en Asie du Sud. Le génome bengali est estimé être composé d'environ 50 à 60% d'ascendance sud-asiatique, avec un mélange de 20 à 30% d'origines asiatiques ou sud-est asiatiques. Et dans certaines communautés, notamment celles situées près des frontières nord-est, ce chiffre peut être encore plus élevé. Et pourtant, il y a un paradoxe. Malgré cette incroyable complexité, le profil génétique bengali apparaît remarquablement cohésif. Il y a un regroupement serré dans les analyses en composantes principales, plus serré même que dans de nombreuses autres ethnies indiennes. Comment est-ce possible ? Une partie de la réponse réside non pas dans qui est venu, mais dans la façon dont ils se sont mélangés. Le Bengale, contrairement à de nombreuses autres régions, a favorisé les mariages mixtes, la mobilité basée sur le commerce, de manière cruciale, moins de barrières génétiques liées aux castes jusqu'au siècle relativement récent. Cela a créé non pas le chaos, mais la cohésion, un génome partagé à partir d'origines diverses. Certains secrets ne se cachent pas dans les ombres. Ils se cachent à la vue de tous, codés dans les chromosomes d'un peuple entier. Pendant des siècles, le visage bengali a été dépeint à travers le prisme de la langue, de la culture et de la religion. Mais la science, avec son regard implacable, a révélé quelque chose qu'aucun mythe, aucune carte, aucun manuscrit n'avait jamais capturé. Enfoui profondément dans le génome bengali se trouve un fil tiré non pas du sous-continent indien, mais de terres bien au-delà. Ce fil, invisible à l'œil nu, brille sous l'analyse génomique comme un écho d'un autre continent. Il parle la langue de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et ce n'est pas un murmure. C'est un signal. Dans les études de population, quand les groupes sud-asiatiques sont représentés par clusters génétiques, la plupart tombent bien dans des zones prévisibles. Punjabi, Tamoul, Gujarati, Cachemiriens. Mais les Bengalis, eux, penchent non pas vers l'ouest, mais subtilement et de manière constante vers l'est. C'est comme si quelque chose dans leur ADN tendait la main au-delà des montagnes, des rivières et du temps. Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est qu'aucun autre groupe de langues indo-aryennes majeures ne montre ce type d'influence génétique et asiatique. Dans le nord de l'Inde, l'empreinte asiatique est négligeable, presque inexistante. Mais parmi les Bengalis, particulièrement ceux du Bangladesh actuel, elle représente près d'un dixième de l'ensemble de leur génome. 10% peut sembler peu, mais dans le langage de la génétique, c'est profond. Cette composante asiatique n'est pas une particularité moderne ou un résidu colonial. Elle est ancienne et précise.
Les horloges génomiques, outils qui comptent les mutations au fil des générations, font remonter cet événement de mélange à environ 52 générations, ce qui le place au VIe siècle de notre ère. Les locuteurs de langues austro-asiatiques et tibéto-birmanes, migrants de ce que nous appelons maintenant le nord-est de l'Inde, le Myanmar et au-delà, n'arrivèrent pas avec la violence. Ils arrivèrent avec la parenté, avec le temps. Le résultat fut une population qui, tout en étant linguistiquement indo-aryenne, porte en elle l'héritage génétique de peuples autrefois considérés comme trop lointains, trop étrangers, trop sans rapport. Et c'est là que réside le paradoxe. Cette ascendance asiatique n'est pas aléatoire. Elle apparaît dans des groupes haploïdes très spécifiques. Chez les hommes bengalis, des groupes haploïdes Y comme OM175, plus communs en Asie de l'Est et du Sud-Est, se trouvent en fréquence mesurable. Presque absents dans le nord de l'Inde, mais silencieusement persistants au Bengale. Ces lignées ne sont pas venues hier. Elles sont venues quand les forêts étaient des royaumes et le commerce un mode de vie. Du côté maternel, l'ADN mitochondrial dresse le même tableau. Certains sous-clades comme M9 et M4A remontent à des racines matrilinéaires et asiatiques, signe que le mouvement vers le Bengale comprenait des femmes, pas seulement des hommes guerriers. Ce n'était pas une conquête. C'était une intégration. Des études anthropologiques suggèrent que ces liens génétiques venaient probablement de communautés austro-asiatiques liées à des groupes vivant encore aujourd'hui en Asie du Sud-Est, et de tribus tibéto-birmanes qui traversaient autrefois les mêmes montagnes qui divisent maintenant les frontières. Ce signal asiatique est également cohérent à travers les strates sociales. Qu'il s'agisse de groupes bengalis indo-aryens de haute caste, de populations musulmanes du Bangladesh rural ou de communautés tribales non castées le long des frontières orientales, le signal demeure. Il a survécu à la conversion, à la caste et à la colonisation. Et qui plus est, ce n'est pas seulement de l'ascendance. Cet héritage asiatique a laissé bien plus que des marqueurs d'identité. Il est lié à des traits. Des gènes qui affectent la réponse immunitaire, le métabolisme et la résistance aux maladies portent également de subtiles signatures asiatiques, suggérant que ce mélange n'a pas seulement changé qui étaient les Bengalis. Il a influencé le fonctionnement de leur corps. Le delta du Gange a longtemps été fertile. Non seulement pour le riz et la pluie, mais aussi pour la mort. Ici, à travers les siècles, une guerre invisible a fait rage. Non pas entre des rois, non pas entre des nations, mais entre un tueur microscopique et le corps humain. Et c'est dans cette guerre oubliée que le génome bengali est devenu un chef-d'œuvre d'adaptation évolutive. L'ennemi était impitoyable. Vibrio cholerae, une bactérie aussi ancienne que les rivières elles-mêmes. Pendant des générations, elle hantait les eaux du Bengale, se propageant par les inondations et les puits, prospérant dans la chaleur, le silence et l'ignorance. Mais le choléra ne tuait pas seulement, il façonnait. La sélection naturelle ne s'annonce pas. Elle murmure, elle taille. Et au Bengale, elle a laissé sa marque non pas à travers des cicatrices sur la peau, mais à travers des changements dans le sang. À l'échelle mondiale, le groupe sanguin O est l'un des plus communs, une constante quasi universelle dans les populations humaines. Mais au Bengale, il est extrêmement rare. Parmi les 8 milliards de personnes vivant aujourd'hui, nulle part le groupe sanguin O n'est moins fréquent que dans cette région. Pourquoi ? Parce que les personnes de groupe O souffrent le plus lors des épidémies de choléra. Étude après étude le confirme. Les individus de type O sont à un risque significativement plus élevé de déshydratation sévère et de mort par infection cholérique. Et avec le temps, dans les plaines d'inondations du Bengale, cette vulnérabilité devenait fatale. Le corps humain a riposté, non pas consciemment, mais génétiquement. Les individus de type A ou B, surtout de type B, avaient un avantage de survie. Génération après génération, ceux portant les gènes de type O étaient sélectionnés contre. Leur lignée diminuait, non pas par préjugés ou politique, mais par l'arithmétique implacable de la survie. Aujourd'hui, cet héritage reste encodé dans le sang bengali. La distribution ici est unique au monde. Le type B domine, non pas par hasard, mais par conséquence. Mais la bataille ne s'est pas arrêtée là. Des scientifiques étudiant les communautés rurales bengalis ont découvert bien plus que de simples changements de groupe sanguin. Ils ont trouvé des segments entiers du génome qui semblent avoir été sculptés par l'exposition au choléra.
Plus de 300 régions dans le génome bengali portent les empreintes d'une sélection positive récente, dont la plupart sont liées à la réponse immunitaire et à la résilience intestinale. Parmi celles-ci, plusieurs gènes se distinguent, ceux régulant la sécrétion de fluides dans l'intestin, le transport des ions potassium et les voies de signalisation inflammatoire. Ensemble, ils forment une sorte de bouclier moléculaire, finement réglé sur des siècles d'exposition à une seule bactérie dévastatrice. Ce n'est pas juste une théorie. Ces variants génétiques ont des effets mesurables. Les individus portant certains allèles montrent une résistance accrue aux symptômes sévères du choléra, une maladie plus courte, moins de perte de fluide, une plus grande survie. En effet, le génome bengali est devenu une archive silencieuse d'un siège microbien qui a duré plus de 1000 ans. Et pendant que des villes se levaient et tombaient, pendant que les langues changeaient et que les empires passaient, cette bataille passa inaperçue des chroniqueurs. Mais l'évolution se souvint. Il y a une ironie troublante ici. Les mêmes rivières qui nourrissaient le Bengale hébergeaient aussi les bactéries qui testaient son peuple génération après génération. Et dans ce creuset de maladies, le corps bengali devint quelque chose de singulier, quelque chose durci non pas par l'épée, mais par la maladie. Toutes les batailles ne sont pas autorisées. Certaines se chuchotent à l'intérieur du corps. Combattues dans la mutation silencieuse d'un seul gène. Au Bengale, longtemps avant les antibiotiques ou les vaccins, un autre parasite hantait l'air. Plasmodium falciparum, la souche la plus mortelle du paludisme. Il n'envahissait pas avec fracas. Il arrivait sur des ailes. Dans le crépuscule de la mousson, il ne faisait aucune distinction, enfant ou ancien, fermier ou érudit. Mais le corps, sur des siècles, répondit avec le compromis désespéré d'une mutation, un échange. Voici l'hémoglobine. Dans la carte génétique de l'Asie du Sud, l'hémoglobine est une valeur aberrante, une variante fréquemment observée en Asie du Sud-Est, mais rarement dans la majeure partie de l'Inde. Pourtant au Bengale, elle existe en densité inhabituelle. Et cette densité raconte une histoire non pas de hasard, mais d'adaptation. Cette mutation altère la structure de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans notre sang. Dans sa forme hétérozygote, quand elle est héritée d'un seul parent, l'hémoglobine peut réduire la capacité des parasites du paludisme à se répliquer à l'intérieur des globules rouges. Elle affaiblit l'ennemi juste assez pour survivre. En termes évolutifs, cela la rendait précieuse. La sélection naturelle favorisait les porteurs. Ils ne mouraient pas aussi facilement du paludisme cérébral. Ils vivaient, se reproduisaient, et le gène se propagea silencieusement à travers les générations, particulièrement dans les terres marécageuses du Bengale oriental où les infections transmises par les moustiques étaient une réalité saisonnière depuis des millénaires. Mais l'évolution est rarement aimable. Parce que quand cette même mutation est héritée des deux parents, le résultat n'est pas la protection, mais la pathologie. L'enfant né avec deux copies du gène d'hémoglobine fait souvent face à une vie de douleur, d'anémie, dans de nombreux cas, à une condition appelée bêta-thalassémie. C'est un retournement cruel. La mutation même qui a aidé les ancêtres à survivre menace maintenant la génération suivante. C'est le pari que la nature a fait au Bengale. Aujourd'hui, environ 3 à 7% des Bangladais portent l'hémoglobine. Dans certains clusters ethniques, particulièrement près des terres frontalières orientales, ce nombre peut dépasser 30%. Longtemps avant que les temples soient sculptés ou les royaumes gravés sur des plaques de cuivre, une civilisation plus silencieuse existait. Une civilisation sans manuscrits, sans monuments, mais pas sans héritage. Son héritage est génétique. Dans l'histoire de l'identité bengali, beaucoup a été écrit sur les empires, les migrations et les langues. Mais sous ce récit visible se trouve un récit plus ancien, porté par les communautés indigènes et tribales dont les empreintes résonnent encore sous les villes modernes du Bengale. Ils sont les architectes non crédités du génome bengali. Les anciennes tribus austro-asiatiques, dont les Santals et les Mindas, étaient parmi les premiers habitants de l'Asie du Sud-orientale. Ils parlaient des langues sans rapport avec le sanskrit, adoraient des esprits plus anciens que les dieux et vivaient en harmonie avec les cycles forestiers. Mais leur véritable héritage n'était pas leur mythe. C'était leur ADN. Des études génomiques modernes révèlent que ces premiers groupes ont contribué de manière significative à la fondation de l'ascendance bengali.
Certains groupes haploïdes mitochondriaux comme M30 et M4 persistent encore dans les lignées maternelles bengali, suggérant que des femmes de ces communautés tribales sont devenues partie intégrante de la population générale bien avant que l'histoire enregistrée ne commence. Puis vinrent un autre ensemble de contributeurs silencieux, les peuples de langue tibéto-birmane des frontières septentrionales et nord-orientales. Des communautés comme les Rai-Bangshi, vivant le long des contreforts et des plaines d'inondations, apportèrent avec elles des signatures uniques du chromosome Y, comme le groupe haploïde O2A, un marqueur typiquement associé aux populations d'Asie du Sud-Est et de l'arc himalayen. Ce double héritage, austro-asiatique du Sud et tibéto-birman du Nord-Est, créa une couche sous-jacente dans la structure génétique bengali qui la distingue encore d'une grande partie du Nord et de l'Ouest de l'Inde. Mais ces contributions vont au-delà de l'ADN. Elles apparaissent dans le microbiome intestinal bengali. Quand on le compare aux groupes indigènes des Chittagong Hill Tract, les Bengalis montrent une composition microbienne distincte. Pas entièrement comme leurs voisins tribaux, mais pas identiques non plus aux populations indo-aryennes. C'est une zone intermédiaire, un écho microbien d'un ancien mélange génétique. Ce que cela signifie, c'est que même les bactéries vivant à l'intérieur des Bengalis modernes portent la mémoire d'ascendances tribales anciennes. Dans le vaste et complexe tissu social de l'Asie du Sud, la caste a longtemps agi comme une frontière, invisible mais profondément conséquentielle. Pendant des siècles, elle façonnait les mariages, les occupations, les mouvements et même la foi. Et souvent, elle laissait une empreinte claire dans l'ADN. Mais le Bengale raconte une histoire différente. Contrairement à de nombreuses régions de l'Inde où les lignes de caste se fossilisaient au fil des générations, le Bengale semble avoir résisté à cette rigidité. Pas entièrement, mais suffisamment pour laisser une anomalie génétique. Des études à l'échelle de la population révèlent quelque chose de rare, une uniformité génétique inattendue parmi les Bengalis, indépendamment de la caste ou de la classe. Qu'on prélève un échantillon d'un brahmane du Bengale occidental, d'un agriculteur musulman de Silé ou d'un kayasta de Dhaka, la structure génétique sous-jacente reste étonnamment cohésive. Ce n'est pas que la caste n'existait pas. Elle existait en droit, en pratique, en tradition. Mais son héritage biologique est bien moins ancré qu'ailleurs dans le sous-continent. Les poètes bhakti, les mystiques soufis, les chanteurs bauls ne remettaient pas seulement en question la caste. Ils l'ignoraient souvent complètement. Cette élasticité culturelle s'est traduite par une ouverture biologique. Les restrictions matrimoniales étaient plus souples. La mobilité sociale, bien que non universelle, était plus réalisable. Et pendant les périodes de bouleversement, famine, changements coloniaux, migration de partition, le mélange s'est intensifié. Même l'identité religieuse ne créait pas de fortes divisions génétiques. Les Bengalis musulmans et hindous partagent des profils génétiques écrasamment similaires, ce qui n'est pas universellement vrai ailleurs en Inde. Les lignes de foi ont peut-être tracé des divisions en surface, mais en dessous, le sang racontait une histoire différente. Cette cohésion génétique a une autre implication, la distribution généralisée des traits clés. Que nous regardions les variants du système immunitaire, les susceptibilités aux maladies ou les groupes haploïdes ancestraux, nous les trouvons non pas isolés dans des castes ou des régions, mais largement partagés dans l'ensemble de la population. Imaginez une grande carte génétique, une mosaïque de populations s'étendant de la Méditerranée à la mer de Chine méridionale. Sur cette carte, chaque groupe se regroupe dans des modèles familiers. Mais il y a le Bengale, une signature qui ne suit pas tout à fait les règles. Proche mais pas tout à fait alignée. Familière et pourtant indéniablement distincte. Prenons les populations gangétiques, les communautés du Bihar, de l'Uttar Pradesh et du nord de l'Inde. Elles partagent les composantes fondamentales d'ascendance sud-asiatique. Aeni du nord-ouest, Aesi de la préhistoire profonde. Leur composition génétique est imprégnée de l'héritage indo-arien. Mais ce qu'elles n'ont pas, c'est ce que les Bengalis possèdent, une infusion traçable et quantifiable d'ADN asiatique. Dans des comparaisons génétiques côte à côte, cette distinction devient frappante. Les Bengalis portent systématiquement environ 5 à 15% d'ascendance asiatique ou sud-est asiatique, absente chez leurs voisins occidentaux. Vers le nord-est, en Assam et dans les États de collines voisins, le changement s'intensifie. Les Assamaises, particulièrement les groupes indo-ariens non tribaux, montrent un profil chevauchant celui des Bengalis, mais légèrement plus oriental. La différence est un gradient, non pas un mur.
Au fur et à mesure qu'on se déplace vers l'est, la composante asiatique augmente. L'ADN bengali se situe précisément sur cette pente de transition, incarnant à la fois convergence et divergence. Les Bengalis portent l'influence orientale sans en devenir entièrement. Un mélange équilibré, non pas adapté à la montagne, mais au delta. Plus à l'est, les peuples birmans se tiennent presque entièrement à l'autre bout du spectre. Leur ADN se regroupe étroitement avec les sud-est asiatiques, génétiquement plus proches des Han chinois que de tout groupe sud-asiatique. Et pourtant, quand les scientifiques tracent les segments asiatiques spécifiques dans les génomes bengalis, ils trouvent quelque chose de curieux. Ces segments ressemblent non pas au birman moderne, mais au groupe tibéto-birman plus au nord, suggérant peut-être que le flux de gènes original vers le Bengale venait de corridors de migration des hautes terres, pas côtiers. En fin de compte, cette analyse comparative ne isole pas les Bengalis. Elle les contextualise. Elle montre que leur unicité n'est pas une île génétique. C'est un carrefour, un point de rencontre. Une zone de gradient où le passé profond du sous-continent rencontre la frontière orientale. Les gènes n'évoluent pas dans le vide. Ils répondent. Ils s'adaptent. Et au Bengale, l'environnement a été bien plus qu'un simple décor. C'est une force implacable qui façonne le génome à travers les millénaires. L'un des exemples les plus urgents se trouve sous la surface, dans l'eau. Le Bangladesh souffre de l'une des pires contaminations mondiales à l'arsenic dans les eaux souterraines. Des millions de personnes dépendent de puits à tubes, dont beaucoup tirent des eaux teintées d'arsenic de la terre. Une exposition chronique provoque le cancer, des dommages aux organes et des effets sanitaires générationnels. Mais des chercheurs étudiant les communautés affectées ont remarqué quelque chose d'étrange. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes, malgré une exposition élevée, montrent une meilleure tolérance à l'arsenic. Et la réponse, il s'avère, pourrait être génétique. Des études à l'échelle du génome ont identifié des variants dans des gènes comme AS3-MON et FTCD qui influencent le métabolisme de l'arsenic, suggérant une possible réponse évolutive en cours à une crise uniquement locale. L'ADN du Bengale, semble-t-il, s'ajuste silencieusement, lentement à un poison. L'intolérance au lactose reste élevée parmi les Bengalis, un marqueur de leur ancienne dépendance à des régimes à base de plantes et de poissons plutôt qu'à des cultures pastorales laitières. Ce n'est pas une déficience. C'est une empreinte ancestrale. Le corps bengali n'a jamais été conçu pour le lait de vache. Il a été conçu pour les rizières, les lentilles et les prises fluviales. Même le système immunitaire raconte l'histoire. Des études sur la diversité des récepteurs des cellules NK, les gènes qui gouvernent la façon dont nos corps combattent les agents pathogènes, montrent un remarquable polymorphisme dans les populations bengalis. La diversité ici signifie la résilience. Un génome qui a été façonné non seulement par qui est arrivé, mais par ceux qui a essayé de les tuer. Les livres d'histoire parlent de rois et de batailles, mais les génomes portent ce que les livres oublient. Le souffle des femmes exclu des lignages, le mouvement de commerçants anonymes, la terreur de pandémies invisibles. Au Bengale, cette archive cachée est exceptionnellement riche. Chaque couche de données génétiques pointe vers une conversation ininterrompue avec l'histoire. La division ANIA-SI reflète l'arrivée des langues indo-européennes. Les signatures et asiatiques marquent une époque où le commerce fleurissait le long des corridors fluviaux. Les influences turques et persanes murmurent à travers de rares lignées du chromosome Y, vestiges de cours et de caravanes médiévales. Même la présence d'anciens groupes haploïdes maternels témoigne de migration non pas par des armées mais par des matriarches. Des femmes qui se déplaçaient par mariage, famine ou pèlerinage, portant des lignées mitochondriales qui existent encore inchangées dans les Bengalis modernes. Nous avons voyagé à travers des siècles, non pas par bateau ou carte, mais par génome. Nous avons vu comment la migration, la survie, le climat, la caste et la convergence ont façonné le corps bengali en quelque chose de vraiment rare. L'identité bengali n'a jamais été singulière. Elle était stratifiée, polyphonique, syncrétique. Quand on compare des échantillons d'ADN anciens à travers l'Asie du Sud, le Bengale montre à plusieurs reprises des chevauchements avec des populations distantes, les tribus mongolo-D, le plateau iranien, même les arbres mitochondriaux proche-orientaux. Non pas en vagues dominantes, mais en brins silencieux tissés dans le motif plus large. Cette richesse génétique n'est pas accidentelle.
C'est le sous-produit d'une géographie qui encourageait le contact. Un delta fluvial qui connectait les montagnes à la mer, une ouverture linguistique qui absorbait plus qu'elle n'expulsait. Au Bengale, l'histoire n'est pas seulement mémorisée, elle est héritée. Ce fil dans la séquence n'est pas une note de bas de page. C'est un trait définissant. Il révèle que le génome bengali n'est pas une histoire fermée, mais un carrefour où le Sud rencontre l'Est. Non pas par accident, mais par une profonde gravité historique. Et dans cette rencontre, quelque chose de rare a émergé. Un peuple qui regarde vers l'Ouest, mais porte la mémoire de l'Est dans